Alors, pourquoi est-ce que le cercle Frédéric Bastiat a décidé d'organiser un week-end à liberté en 2016, pardon. Donc, justement parce que en 2017, il y a un événement qui est très important pour le pays, qui est l'élection présidentielle. Malheureusement, dans un pays comme la France, les idées libérales que nous représentons et que le cercle Frédéric Bastiat représente n'ont pas accès aux médias, n'ont pas accès au grand public. Elles ne sont rarement défendues, pour ne pas dire pas du tout. Souvent, les personnes que l'on présente comme libérales à la télévision ne le sont pas. C'est extrêmement rare quand il y a un libéral qui passe. Or, l'objet du cercle est de faire connaître Frédéric Bastiat, et Frédéric Bastiat est un penseur, est un économiste libéral français du 19e siècle qui s'est battu pour les droits naturels qui sont la propriété, la liberté et la personnalité. Et quand on regarde les programmes que s'apprêtent à défendre les candidats à la présidentielle, on se rend compte qu'aucun n'est libéral. Frédéric Bastiat dirait qu'ils sont des adeptes de la spoliation légale. La spoliation légale, c'est quand, d'une manière ou d'une autre, vous portez atteinte aux droits naturels. Quand vous portez atteinte à la liberté, à la propriété ou à la personnalité, vous portez atteinte aux individus, aux droits naturels, et c'est fait le jeu de la spoliation légale. La spoliation légale est l'apanage des États, parce que la spoliation illégale, tout le monde la connaît, et en principe, les gens qui spolient autrui illégalement vont en prison. Je dis en principe parce que ce n'est pas toujours vrai. Donc, notre rôle, c'est, à travers diverses conférences dont les thèmes ont été définis, il y a une dizaine de thèmes qui ont été choisis, l'Europe, les migrants, les impôts, etc., la sécurité sociale, l'éducation, ces thèmes-là vont être traités au cours de 10 conférences ou tables rondes. Une partie des conférenciers est ici, vous ferez connaissance avec les autres demain au fur et à mesure. La première conférence, c'est le dîner-débat, Jean-Philippe Delsol, sur la fiscalité, qui commencera tout à l'heure. Alors, je vais donner la parole aux différents intervenants. Ils ont 5 minutes pour se présenter et dire quelques mots, chacun. Et ensuite, je vous laisserai la parole si vous voulez leur poser des questions. Merci. À ma droite, non, honneur aux dames d'abord. Hein. Ah, c'est gentil. Hein. Merci. Bonsoir, donc je suis Sandrine Gréry, je travaille à la Fondation IFRAP, je travaille avec Agnès Verdier-Molinier, qui est notre directeur, que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont rencontré ici. Donc je travaille à la Fondation IFRAP depuis maintenant très longtemps sur les politiques publiques, plus particulièrement sur l'organisation de la protection sociale et sur les questions de logement sur lesquelles j'interviendrai demain après-midi. Donc je vais vous dire 2 mots de la Fondation. Donc nous sommes une petite équipe, nous sommes une dizaine, nous avons des bénévoles, des permanents et nous avons une activité de recherche et d'évaluation sur les politiques publiques. On traite un très large spectre de politiques, que ce soit l'éducation, les retraites, la protection sociale, j'en ai parlé, mais aussi tout ce qui concerne les administrations et la fonction publique. L'originalité de la Fondation IFRAP, c'est d'être un think tank dont le financement est entièrement privé. On est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 2011. À l'origine de la Fondation, c'est un homme qui s'appelle Bernard Zimmern, qui est inventeur et qui a eu l'occasion de voir dans son activité professionnelle de traverser l'Atlantique et de voir le dynamisme des think tanks américains, leur contribution au débat public et comment la société civile pouvait apporter des éléments à la fois pratiques, de réforme et aussi peser sur le débat public. Et donc il a eu l'idée, il y a maintenant en 85, donc ça fait un moment, de créer une petite structure qui à l'époque était vraiment très très originale pour tenter de faire participer ici aussi en France la société civile au débat sur les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques. Et donc voilà ce à quoi on travaille maintenant depuis tout ce temps.
Et nous comptons bien, comme vous, essayer d'apporter notre contribution dans le débat qui va avoir lieu à l'occasion des présidentielles et essayer de faire porter un certain nombre de solutions. Alors, libérales, je ne sais pas si elles sont 100% estampillées libérales, mais en tout cas, dont nous pensons qu'elles sont efficaces et qu'elles peuvent permettre, en tout cas, à la fois de ramener la croissance et le plein emploi et de redonner un vrai pouvoir à la France, en tout cas, un vrai rôle à la France dans la scène mondiale. Voilà. Merci. Jean, on va finir à gauche et puis on finira à droite. À gauche d'abord, la droite après. Oui, je me présente, je suis un vieux bonhomme, mais pas mal d'entre vous me connaissent. Je suis octogénaire avancé, voyez-vous. Alors, je me présente, je suis né à Tarnos, à côté de Bayonne, au milieu d'industrie, et j'ai mis à peu près 5 ans pour voir le ciel, n'est-ce pas? Compte tenu des fumées des hauts fourneaux à l'époque. Donc j'ai connu 1938 et l'arrivée des républicains espagnols, qui n'avaient rien, qu'il a fallu aider. Ensuite, l'occupation, 40-45. Et puis, après, j'ai dû partir en Algérie. Étant officier de réserve, j'ai été rappelé et j'ai dû partir en Algérie. Et là, malheureusement, dans la section où j'étais, j'ai eu 5 morts et une douzaine de blessés. Je passe là-dessus. Mais disons que ma formation originale, c'est la chimie des pétroles. J'ai fait des études supérieures de chimie des pétroles. Et lorsque je suis revenu de l'armée, après 30 mois d'armée, on m'a dit dans la boîte où j'étais, écoutez monsieur, on est désolé, mais le poste a été pris par quelqu'un, ce que je comprenais. Alors je leur ai demandé s'ils n'avaient pas du boulot. Ils m'ont dit non, pour l'instant on n'a rien. Et heureusement, j'étais sociétaire à l'Aviron Mayonnais, le président de l'époque était armateur. Il me dit, écoute Jean, j'espère que tu as compris, laisse-moi tomber le privé, fous-moi le camp dans l'administration, là tu n'auras jamais plus de problème. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans l'administration fiscale et plus particulièrement dans l'administration des douanes où là j'étais en contact avec les entreprises, etc. Et de là, je suis allé dans un cabinet ministériel en 72-73. Au ministère des Finances, c'était M. Giscard d'Estaing qui présidait au destiné des ministères à l'époque. Je trouvais que c'était un type absolument charmant. Et c'est là que j'ai vu partir l'industrie, le textile, les chaussures, les cuirs et peaux, etc., etc. Et Giscard n'a rien pu faire. Un jour, nous avions une réunion avec un patron des cuirs et peaux. Et alors le ministre essayait de m'en faire, monsieur, restez en France, enfin il ne faut pas désindustrialiser. C'était en 72 ou 13, Pompidou est encore président de la République. Alors ce que le type lui a répondu, mais écoutez monsieur, c'est pas vos affaires. Moi c'est mon pognon, je vais où je gagne, on doit gagner de l'argent. À Mazamet, il était à Mazamet, le type. Je gagne 300, mais si je vais en Afghanistan, je gagne 600. L'opération est vite faite. Giscard était espéré, mais on n'a rien pu faire. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'à la suite de ça, je suis parti à Bruxelles, grâce d'ailleurs à Giscard, et là j'ai fait une carrière internationale, et donc ça m'a permis aussi, si vous voulez, d'avoir un autre aperçu du monde. Et je dois m'honorer d'avoir été sélectionné avec un collègue américain pour faire une nouvelle nomenclature qu'on appelle le Code du système harmonisé, et donc à faciliter les échanges au niveau mondial, et à la suite de ça, on a assisté à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Nous, lorsqu'on a fait ça il y a 40 ans, pour nous, c'était magnifique. On allait libérer les peuples, on allait leur apporter de quoi manger, etc., etc. Alors maintenant, les résultats, est-ce qu'ils sont à la hauteur de nos attentes? Je vous laisse le soin de le dire. Et donc, à la suite de ça, un jour, on me dit, j'étais avec le président de l'OR, il me dit, écoute, je suis désolé, il faut que tu rentres à Paris. Rentre à Paris, pourquoi? Eh bien, le président a décidé que tu connaissais assez de personnalités en Russie et ailleurs, il faut faire en sorte que les pays de l'Est que nous venons de raccrocher, eh bien, il ne faut pas les laisser seulement sous la domination germanique, il faut que les Français aussi soient de la partie. Alors j'ai fait, et je le raconte dans ce bouquin là que je vends 10 € aujourd'hui, hein, et alors je le raconte là-dedans, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire. Et donc vous voyez comment on a ouvert l'Europe
de l'Ouest à l'Europe de l'Est, et qu'on avait même prévu, c'était l'avis de M. Mitterrand, qui était président à l'époque, et du chancelier Kohl, de faire une zone de libre-échange avec également la Russie. Malheureusement, celui qui a remplacé Mitterrand a oublié de pencher le stylo pour signer, n'est-ce pas, l'accord, alors que les autres pays l'avaient fait. Je vais donner la parole à Jacques Gautreau. Bien, alors, premièrement, je suis très surpris d'être ici, assis avec toutes ces fort connues personnes qui écrivent, qui ont des activités tout à fait actuelles, alors que moi, en fait, je n'en ai pas. Je ne suis qu'un simple retraité, donc me présenter ne présente pas beaucoup d'intérêt, selon moi. Et comme Patrick, gentiment, a bien voulu que je dise quelques mots, je vais le faire, ne serait-ce que par amitié pour lui et pour ce qu'on a fait ensemble. Il y a dans cette salle énormément de gens avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore un tout petit peu, si on peut appeler ça travail, ces gens qui font partie du réseau Liberté. Alors si certains d'entre vous veulent en faire partie, c'est très simple. Vous cherchez sur Google, vous faites ResLib, R-E-S-L-I-B. Et vous trouverez, c'est un réseau qui existe sur Yahoo. C'est pas très facile à utiliser, ça pose parfois quelques problèmes. Comme me dirait mon ami Jacques, on s'est un peu battu pour essayer de comprendre comment l'utiliser. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup d'échanges sur ce réseau. Donc c'est particulièrement intéressant. Pour ce qui me concerne, je n'ai plus d'activité nationale, je n'ai plus que des petites activités locales, puisque je suis un retraité exilé dans le Var. Et je dis exilé dans le Var parce que quand on est de là-haut et puis qu'on va dans le Var, je peux vous dire qu'on est traité comme un terme que vous connaissez bien, il vient du Nord. Et le Nord, c'est un endroit où, quand on est dans le bas, on n'y va pas. Donc, il est excessivement difficile de faire sa place. J'ai réussi malgré tout à la faire un petit peu, m'étant inséré dans une équipe sans étiquette qui s'est fait élire en 2014 et avec laquelle j'essaye de travailler un petit peu. Alors j'essaye de leur raconter quelques petites bricoles de choses que j'ai appris et que j'ai enseignées. Et en particulier, il y a deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc si vous voulez qu'on se revoie et qu'on en reparle, ça sera volontiers. L'un qui était le sujet préféré de mon ami, malheureusement disparu, Jacques de Guénin, qui était la subsidiarité, et en particulier la subsidiarité ascendante. Alors pourquoi j'insiste toujours sur subsidiarité ascendante? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont vous dire que l'Europe fait de la subsidiarité. Malheureusement, c'est la subsidiarité à l'envers. C'est-à-dire celle qui consiste à dire, on va vous dire de quoi vous pourrez vous occuper, et ensuite on s'occupera de tout le reste. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, on va vous dire de quoi vous pouvez vous occuper parce que vous le faites bien, et puis si vous faites tout, nous on fera éventuellement les vagues bricoles que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc c'est très différent. Donc on est pour cette Europe-là, et je crois que Jean-Christophe irait volontiers dans le même sens. Donc cette Europe de la subsidiarité ascendante, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et dont je suis prêt à parler avec vous chaque fois que vous le souhaiterez. L'autre sujet est beaucoup plus moins connu, je dirais, ou sauf si les gens croient le connaître, ce qui est encore plus grave, c'est une méthodologie qui s'appelle le benchmarking. Alors je l'enseigne depuis 20 ans, j'essaye toujours de l'enseigner, mais c'est excessivement difficile d'expliquer, parce que c'est un sujet sur lequel les gens vous disent, en général, mais m'embête pas avec ça, je sais très pertinemment ce que c'est. Alors après on leur dit qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est tout simple, je vais sur Google, je vais sur Internet et je cherche ce que font les gens et j'essaye de m'intéresser à ce qu'ils font. Or la méthodologie c'est pas du tout ça. Je ne veux pas vous la déployer maintenant, je vous garantis, je vous assure, parce qu'il faudrait au moins 1 heure pour justement l'expliquer juste un petit peu. Mais encore une fois, si ce sujet-là vous intéresse, c'est avec plaisir que je pourrais en parler avec vous. Cela dit, je vais laisser la parole à nos amis parce que j'ai un voisin qui a pris quand même beaucoup de temps. Hein, je crois d'ailleurs que je vais lui en vouloir et je vais rendre le micro après vous rappeler et vous dire que je ne suis pas intervenant, donc vous ne me reverrez plus dans la réunion. Par contre, je suis prêt à répondre et à discuter avec vous. Merci de votre attention. Et merci surtout à Patrick.
Vincent. Bonjour, Vincent Bénard. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient déjà vu intervenir sur tout un tas de sujets jusqu'ici. La conférence de demain sera un petit peu particulière pour moi, puisque, donc, effectivement, dans le passé, je suis intervenu sur des sujets aussi divers que le logement, la crise des subprimes, la flat tax ou que sais-je encore. Et pour la première fois, je vais faire une conférence sur mon métier, la route. Car oui, je fais partie de ces vilains petits canards de fonctionnaires. J'ai commencé ma carrière au ministère de l'Équipement et je suis aujourd'hui dans un département et je m'occupe, entre autres choses, d'entretien routier. Et je ne vais donc pas déflorer ce que je vais vous raconter demain, mais simplement je vais vous raconter une petite anecdote sur le début de ma carrière. Je reviens de très loin. Si je suis ici, parce qu'au départ, j'ai quand même commencé en 1990, et j'ai commencé par prendre une carte dans un syndicat bien connu qui s'appelle Force Ouvrière. Bon, pas forcément très libéral. Je n'avais pas vraiment de formation politique, ni vraiment d'opinion. Je dirais que familialement, je votais à droite sans trop savoir pourquoi. Et voilà. Et puis, j'ai été nommé en Côte d'Or. Et en Côte d'Or, c'est un département, certains connaissent peut-être, pour la Côte de Nuit et la Côte de Beaune. Et surtout, c'est un département qui est traversé par toutes les autoroutes possibles et imaginables. Et il y a toutes ces autoroutes, qui sont bien sûr des autoroutes concédées en France, donc gérées par des entreprises privées, sauf un tout petit bout entre Dijon et un petit village qui s'appelle Saint-Bernon, qui est public, qui en fait, qui pour des raisons historiques, en fait était entre guillemets gratuit, et donc permettait aux gens de se rendre sans payer de péage jusqu'à l'autoroute qui remontait vers Paris et jusqu'à Beaune. Et quelque chose m'a très vite frappé, c'est que cette autoroute, ce petit bout gratuit était dans un état épouvantable, jamais bien entretenu, les panneaux étaient dégueulasses, les peintures étaient effacées, etc., 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 alors que les autoroutes gérées par ASF étaient relativement correctes. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, de fil en aiguille, je me suis posé d'autres questions, mais pourquoi plein de choses que nous faisons ne marchent pas ? Et alors évidemment, un fonctionnaire lambda vous répondrait, on n'a pas assez de moyens, c'est Paris qui nous embête, enfin bon, voilà. Et je voulais aller au-delà, et puis finalement, je suis finalement tombé dans le libéralisme grâce à un haut fonctionnaire, il faut le dire. Personnellement, je ne suis pas tombé dans le libéralisme grâce à Bastia, et ça je les ai découverts après, mais non. C'est un certain Christian Gérondeau, que certains connaissent peut-être, qui a écrit beaucoup de livres récemment sur l'écologie, mais qui a écrit beaucoup de choses aussi sur les transports, Et puis, moi, en bon français qui avait lu Le Monde, etc., j'étais persuadé que l'Angleterre était devenue un cloaque où les gens crevaient dans la rue, que Ronald Reagan était une sorte de diable incarné, etc. Et finalement, ce monsieur, il a écrit un petit bouquin sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces pays-là, et un bouquin qui, on va dire, était relativement libéral tiède, et qui m'a ouvert les yeux sur, finalement... En le lisant, j'ai compris tout ce qui n'allait pas, en fait, dans ce que je rencontrais dans mon univers professionnel. Et donc c'est de là que je suis rentré dans le libéralisme, que j'ai progressivement abandonné mes responsabilités chez Force Ouvrière. Responsabilités de très bas niveau, je vous rassure. Et puis voilà, donc je vais essayer de vous raconter des choses intéressantes sur la route demain. Ce ne sera pas forcément facile, parce que la route c'est quand même un sujet où, on va dire aussi bien les étatistes que malheureusement les libéraux écrivent beaucoup de bêtises. Et donc, j'espère demain arriver à avoir une approche à la fois libérale et pragmatique du sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Paul Gourevitch, je suis depuis 1987 consultant international sur l'Afrique, les migrations et plus récemment sur l'islamisme radical, ce qui veut dire que je travaille pour un certain nombre d'organismes nationaux ou internationaux, type ministère des Affaires étrangères, Conseil de l'Europe, UNESCO, Banque mondiale, ou des cabinets ou des ONG, à la fois en Afrique, et notamment au Maghreb et en Afrique subsaharienne, et en France, avec les communautés africaines qui sont présentes, les diverses diasporas qui sont présentes ici. En dehors de ça, comme j'aime bien faire ce que personne ne fait,
je me suis spécialisé dans la littérature de jeunesse et dans l'imaginaire des cocktails, deux choses qui n'ont aucun rapport direct avec le libéralisme, mais j'aime bien élargir un tout petit peu la palette. Alors je n'ai pas amené ici mes 72 ouvrages ni mes 4 expositions. Il y aura simplement en bas 3 de mes ouvrages qui sont liés à l'intervention que je ferai demain sur l'immigration. Il y a l'immigration pour les nuls qui est en quelque sorte ma Bible, qui a été présentée comme une Bible, même si elle a été attaquée beaucoup. Il y a le numéro de contribuables associés sur les migrations européennes en 2015, qui complète un peu l'ouvrage sur l'immigration pour les nuls, puisque l'immigration pour les nuls s'arrêtait en 2014. Et je travaille avec contribuables associés, puisque j'ai fait la quasi-totalité des monographies de contribuables associés, à la fois sur l'immigration et sur l'expatriation, et notamment sur les coûts de l'immigration et de l'expatriation. Enfin, j'ai sorti hier, c'est pas très vieux, l'ouvrage sur l'islamo-business, qui n'est pas non plus un ouvrage politique ni polémique, puisque notre travail de consultant, c'est pas... Au travers de la liberté des échanges et d'une fiscalité moins prégnante, plus raisonnable et plus juste. Plus juste, précisément, c'est le thème de mon dernier ouvrage sur l'injustice fiscale ou l'abus de biens communs. C'est de lui que je partirai ce soir, plus particulièrement, pour vous faire mon exposé. Et bien entendu, je suis à la disposition de chacun d'ores et déjà, sachant que Patrick nous fait le plaisir et l'honneur, en plus, d'avoir demandé que je fasse donc cette conférence ce soir, et que le directeur de notre institut, de l'IREF, Nicolas Lecossin, alias Bogdan Calinescu, Nicolas Lecossin est son nom de plume, soit présent également. Il arrivera demain pour nous faire la séance de clôture dimanche à midi. Nous sommes à l'IREF, et j'en termine par là, une petite équipe. Nous avons un peu moins d'ancienneté que l'IFRAP, mais nous avons donc avec Nicolas Lecossin une 8aine de chercheurs associés, beaucoup en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne, qui nous accompagnent de manière régulière et permanente. Présenter l'école de la liberté, Copé si tu veux aussi, et tes passions. Bonsoir. Donc Damien Tellier, moi je suis professeur de philosophie, j'enseigne à Paris, en terminale, en prépa, depuis 20 ans. Et j'ai créé donc l'Institut Copé en 2010 avec quelques amis, dans le but de diffuser les idées libérales, de les diffuser par le canal d'Internet et par les livres numériques, les e-books. Moi, ma conviction, dès le départ, elle était que pour essayer de toucher un maximum de gens, même en dehors des gens convaincus, des gens qui ne connaissent pas le libéralisme, c'est très difficile, hein. C'est vraiment un défi énorme, hein, d'arriver à sortir de notre cercle d'initiés et de toucher des gens qui n'attendent que ça, mais qui ignorent tout en fait. Alors, bien sûr, il y a les livres classiques, ici on en aura, on pourra en acheter, etc. Mais aujourd'hui, il y a un produit qui est en train d'émerger et qui est très technologique, c'est le livre numérique. Bon, il y a aussi la vidéo, il y a aussi les podcasts. Mais bon, voilà, j'ai commencé l'Institut Copé avec cette idée qu'on a un trésor de penseurs français libéraux du XVIIIe, XIXe siècle. Ces auteurs sont complètement oubliés, sont inconnus. Donc on va essayer de les transmettre, de les faire connaître via les livres numériques. Et donc on travaille là-dessus depuis 6 ans et on a produit pas mal de... je crois qu'on a dépassé les 200 ou 250 livres, hein, voilà, qui sont tous gratuits. Donc on peut les télécharger gratuitement ou les acheter maintenant en version papier.
sur Amazon. Et donc, dans la suite de l'Institut Copé, j'ai lancé l'école de la liberté. Alors, l'école de la liberté, cette fois, c'est d'essayer d'exploiter le filon de la vidéo. Parce que c'est quelque chose qui est en train de marcher très fort aussi, hein, et toujours donc dans ce but éducatif, hein, de mettre à la portée du plus grand nombre des auteurs, des penseurs, des idées. Donc on a créé une sorte d'université numérique, c'est en tout cas l'ambition qu'on a, hein. Alors on commence doucement, petitement, hein, et dans quelques jours, là on est tout proche du lancement, on va mettre en ligne les premiers MOOC. Alors les MOOC, ce sont justement des cours en ligne qui sont donnés par des professeurs et devant caméra. Donc notre site, l'École de la Liberté, existe déjà depuis plusieurs mois.